Je les ai aidés à acheter cette maison. Je gardais leurs enfants pendant qu'ils sortaient à boire un verre. Je vivais au sous-sol, je faisais la lessive, je préparais les repas, je restais silencieuse. Parce que je croyais que la famille, ce n'est pas ce qu'on vous donne, c'est ce que vous construisez. Mais il s'est avéré qu'ils avaient décidé depuis longtemps que je n'étais rien de plus qu'un meuble. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre nièce m'effacerait de sa vie comme un vieux fardeau qu'elle était fatiguée de porter. Quand ils m'ont mise à la porte, je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, je suis simplement partie. Mais ce qu'ils n'ont jamais vu venir, c'est que le destin avait encore une dernière carte à jouer pour moi. Et quand j'ai joué cette carte, tout a basculé. Vous pouvez me plaindre, vous pouvez me juger, ou vous pouvez vous reconnaître dans cette histoire, parce que ce n'est pas juste une histoire, c'est l'heure des contes, et ce n'est pas encore terminé. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Quand mon mari est mort, au début du printemps 2017, c'est comme si quelqu'un avait soudainement coupé la gravité dans ma vie. Nous avions passé 32 ans ensemble, à travers de longues nuits, des voitures en panne, des fêtes de fin d'année trop calmes, et des anniversaires que nous essayions de rendre plus bruyants que notre chagrin. Quand il est parti, j'ai vendu la maison. Je ne pouvais plus y dormir. Chaque craquement dans les murs ressemblait à ses pas, chaque ombre à sa silhouette. Les pièces murmuraient son nom trop souvent, trop clairement. Je n'ai pas eu d'enfant. La vie n'a pas tourné comme ça pour moi. Mais j'avais Leila, la fille de ma sœur. Je l'ai élevée après la mort de sa mère dans un accident de voiture, quand Leila avait 8 ans. C'est moi qui préparais ses déjeuners, qui lui ai appris à se tresser les cheveux, qui l'ai aidée avec ses tables de multiplication. J'étais là pour les larmes quand elle n'a pas été prise dans l'équipe de volley-ball au collège, et pour les cris de joie le jour où elle a reçu sa lettre d'acceptation à l'université. Je n'étais pas sa mère par le sang, mais de toutes les manières qui comptaient, je l'étais. Elle avait grandi, épousé un homme nommé Rick, et avait récemment acheté une maison en périphérie de Tucson. L'un de ses rêves de banlieue beige, avec un garage pour 2 voitures et des nains de jardin assortis. Leila m'avait appelé après les funérailles. Elle m'a dit que je pouvais rester avec eux un moment. Sa voix était douce, prudente, comme si elle avait peur que je me brise. J'ai dit que j'y réfléchirais. Une semaine plus tard, j'ai emballé ce qui restait de ma vie dans 4 boîtes. J'ai fermé la porte de ma maison vide pour la dernière fois, et j'ai pris la route de l'Arizona. Les premiers jours se sont bien passés. Les enfants, 2 garçons de moins de 7 ans, étaient bruyants, collants, pleins de questions. Rick restait surtout à l'écart, ce que j'appréciais. J'essayais de me rendre utile. Je préparais le dîner, je rangeais, je raccommodais un rideau déchiré, et je réorganisais leur garde-manger. Leila semblait reconnaissante au début, un peu fatiguée peut-être, mais toujours chaleureuse. Ils m'ont donné une chambre au sous-sol. Ce n'était pas grand-chose. Sol en béton, une fenêtre étroite près du plafond, qui laissait à peine entrer la lumière, et un lit qui grinçait à chaque mouvement. Mais j'étais reconnaissante. C'était un lieu sûr, à défaut d'être confortable. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de confort. J'avais besoin de proximité, de famille, du sentiment d'être nécessaire. J'ai dit à Leila que je les aiderais avec leur prêt immobilier. Elle a hésité, mais j'ai insisté. J'ai viré l'argent dans la semaine, bien plus que suffisant pour couvrir leur apport. Cela me semblait juste, comme si j'investissais dans quelque chose qui me maintiendrait stable.
Mais lentement, quelque chose a commencé à changer. Rick ne m'a pas remercié. Pas vraiment. Il a traité l'argent comme une transaction commerciale qui avait été réglée. Il a commencé à laisser son linge sale sur le sol du couloir, marmonnant entre ses dents quand les garçons devenaient trop bruyants et me reprochant quand le dîner était en retard. Au début, je l'ai ignoré. Je me suis dit qu'il était juste stressé par le travail. J'ai commencé à me sentir comme une gouvernante à domicile. Je faisais la vaisselle, je repassais les chemises de Rick, je préparais les déjeuners des enfants pour l'école. Leila souriait, disait des choses comme « Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi », mais quelque chose dans sa voix semblait distant, répété, comme si elle le disait par obligation, pas par gratitude. Je voulais croire que j'aidais. Je voulais croire que l'amour, c'était ce que je donnais. Mais un soir, tard, je les ai entendus. Ils pensaient que je dormais. J'étais allée me coucher tôt. Mes genoux me faisaient mal d'être restée trop longtemps debout dans la cuisine. Par la grille de ventilation, au-dessus de mon lit, j'ai entendu la voix de Rick, basse et agacée. Il faut qu'elle prenne ses distances. Ce n'est pas sa maison. Leila a répondu, mais sa voix était étouffée. Je n'ai pas pu saisir tous les mots. Quelque chose sur le fait que j'étais seule et que j'essayais de me sentir utile. Puis Rick à nouveau, plus sec cette fois. Eh bien, elle n'aide pas. Elle ne fait que nous tourner autour. Je n'ai pas signé pour avoir une baby-sitter / femme de ménage à domicile. Je suis restée allongée dans le noir, fixant le plafond, essayant de respirer malgré le poids sur ma poitrine. Mes mains étaient froides, mes yeux sont restés secs, mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est légèrement fissuré. Le lendemain matin, personne n'a mentionné la conversation. Leila m'a demandé si je pouvais emmener les garçons à l'entraînement de foot. Rick m'a tendu sa tasse de café pour que je la remplisse. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai conduit les garçons, je les ai encouragés depuis les gradins. J'ai applaudi, même quand ils manquaient complètement le ballon. Mais ce soir-là, j'ai de nouveau déballé mes boîtes, lentement cette fois. J'ai sorti une photo de mon mari. Je l'ai posée sur la table de nuit, dans le sous-sol. Je me suis assise à côté, passant mes doigts sur le cadre. Je lui ai murmuré qu'il me manquait, que je ne savais plus ce que je faisais. Je me suis dit que ce n'était qu'une phase, que lorsque les garçons grandiraient, les choses changeraient, que lorsque Rick s'habituerait à moi, il s'adoucirait, que lorsque Leila cesserait d'être fatiguée tout le temps, elle se souviendrait de ce que nous avions. Mais au fond, je savais que c'était faux. Ils ne me voyaient pas comme une famille. Ils me voyaient comme une paire de bras supplémentaires, une ligne budgétaire qui les a aidés à acheter leur maison, une relique d'une autre vie qui ne cadrait pas tout à fait avec celle-ci. Et pourtant, je suis restée. Je suis restée parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, parce qu'admettre la vérité, que j'avais tout donné à une famille qui me voyait comme un fardeau, était plus douloureux que de l'endurer en silence. C'était mon illusion, que la proximité était quelque chose que je pouvais mériter, que l'amour, s'il était déversé en assez de repas, de chemises raccommodées et de plaintes nettoyées, finirait par m'être rendu. Mais les illusions ont une façon de se briser, silencieusement d'abord, puis d'un seul coup. Une année s'est écoulée comme une lente érosion. Rien de dramatique, rien d'explosif, juste une usure constante de ma place dans le monde. Une année de coins silencieux, de pas étouffés pour ne pas déranger, de mots ravalés avant qu'ils ne deviennent des fardeaux. Une année à être utile, mais jamais vue. Leila ne me parlait presque plus.
Elle avait perfectionné l'art des banalités de surface. « Merci, bien sûr. Tu peux prendre le courrier ?» Mais jamais rien de plus profond. Avant, nous passions des heures à parler de livres, de ses rêves, de tout et de rien. Maintenant, je pouvais la croiser dans le couloir sans qu'elle ne lève les yeux de son téléphone. Rick, en revanche, n'avait pas cette subtilité. Il était devenu plus direct, plus amer. Il m'appelait l'Antiquité, parfois la vieille dans son donjon, mais le plus souvent l'écharde. Comme dans « Tu es comme une écharde, ça ne tue personne, mais mon Dieu, que c'est irritant !» Il le disait avec un sourire en coin, comme si c'était une blague. Mais les blagues ne vous tordent pas l'estomac. Elles ne vous font pas sursauter quand vous entendez des pas devant votre porte. Il a commencé à utiliser des phrases comme « ma maison » et « mes règles » plus souvent, comme pour me rappeler que je n'étais pas à ma place. J'ai arrêté d'utiliser la salle de bain de l'étage. J'ai arrêté de regarder la télévision dans le salon. Je suis restée au sous-sol avec mes livres, mon tricot, mon silence. Les garçons, autrefois affectueux et bavards, ont commencé à changer aussi. Ils me regardaient différemment, hésitants, distants. Une fois, alors que je proposais de leur lire une histoire, le plus jeune a secoué la tête et a murmuré « Papa dit que tu fais peur ». Les mots m'ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. J'ai souri et je me suis retirée. Après ça, j'ai arrêté d'essayer. Je suis devenue un fantôme silencieux dans leur maison. Je nettoyais discrètement. Je pliais leurs vêtements. Je remplissais le garde-manger. J'ai appris à marcher plus doucement, à respirer plus silencieusement. J'ai arrêté de fredonner en cuisinant. Je ne voulais pas attirer l'attention, non pas par peur de la confrontation, mais par peur de la confirmation que j'étais vraiment, à leurs yeux, une pièce rapportée. Les commentaires de Rick sont devenus plus acerbes. Tu n'as pas le droit de réécrire le passé juste parce que tu traînes encore dans les parages, a-t-il dit une fois quand j'ai rappelé à Leila l'anniversaire de sa mère. Une autre fois, il a marmonné. Pourquoi les vieux ne savent jamais quand partir, alors que je montais prendre un thé? Je l'ignorais, toujours. Je me disais que j'étais au-dessus de ça. Mais à l'intérieur, cela me vidait. Je me raccrochais à de petits moments. Quand l'un des garçons s'écorchait le genou et me laissait le tenir une seconde avant que Rick ne lui aboie de rentrer. Quand Leila m'a remercié une fois, distraitement, d'avoir fait la lessive. C'étaient des miettes, mais j'étais affamée de quelque chose qui ressemblait à une famille. Alors je les collectionnais comme des trésors. Puis il y a eu le dîner. J'avais passé tout l'après-midi à le préparer. Poulet rôti au citron et au romarin, purée maison, biscuits faits main. Une recette que je faisais pour Leila quand elle était petite et avait eu une mauvaise journée à l'école. Elle appelait ça son repas réconfort. J'ai allumé une bougie. Rien d'extraordinaire, juste pour réchauffer la pièce. J'ai mis la table, j'ai versé de l'eau dans les verres. J'ai même sorti des serviettes en tissu. Ils sont rentrés tard, les garçons grognons et bruyants, Rick déjà agacé. Leila avait l'air fatiguée. Elle n'a rien dit en voyant la table mise. Rick s'est assis, a jeté un coup d'œil à la nourriture et n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a ri, un rire bref et sec. « On fête Thanksgiving maintenant ?» a-t-il demandé. Je ne savais pas qu'il fallait un jour férié pour manger de la purée. Leila n'a pas ri. Elle a juste pris un biscuit. Rick a pris une bouchée de poulet, a fait une grimace et s'est levé. « Chez moi, a-t-il dit, fort et clair, on ne mange pas de la bouffe de vieille. » Il a pris le plat,
s'est dirigée vers la poubelle et a jeté tout le contenu dans le sac. Le son, le poids de la nourriture, heurtant le plastique, était plus fort que tout ce qui a été dit. Leila est restée figée. Les enfants n'ont pas compris. L'un d'eux a demandé si le dîner était annulé. Je n'ai rien dit. J'ai regardé mes mains, qui sentaient encore l'ail et le romarin. Et c'était le moment. Pas les mots, pas l'acte, mais le silence. Personne ne l'a arrêté. Personne ne lui a demandé ce qu'il faisait. Personne n'a défendu les heures que j'avais passées à essayer de faire quelque chose de gentil, de familier, quelque chose qui ressemblait à un foyer. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était plus mon foyer. Peut-être que ça ne l'avait jamais été. Mais je suis restée. Je suis restée parce que je me disais que quelqu'un finirait par me remercier. Qu'un jour, Rick s'adoucirait. Que Leila se souviendrait. Que les garçons grandiraient et verraient les choses clairement. Je suis restée parce que je ne savais pas où aller d'autre. Parce que recommencer à mon âge ne ressemblait pas à un nouveau chapitre courageux. Ça ressemblait à une punition. Je me disais qu'ils avaient besoin de moi. Mais la vérité, c'est que j'avais besoin d'eux. Ou du moins, j'avais besoin de croire que je comptais encore pour quelqu'un. Que je n'étais pas devenue une relique, prenant la poussière dans la vie de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Juste fatiguée. Fatiguée jusqu'à l'os. Le genre de fatigue qui ne vient pas du travail ou de l'âge, mais d'avoir essayé trop fort, trop longtemps, d'être visible pour des gens qui avaient-vous déjà décidé de ne pas regarder. C'était en début de soirée quand elle a descendu les escaliers. J'ai entendu le claquement de ses talons sur les marches du sous-sol avant de voir son visage. Il y avait un certain rythme dans les mouvements de Leila, quand elle voulait que quelque chose paraisse décontracté, que ça ressemble à une conversation, pas à une exécution. Mais ses pas étaient trop lents, trop doux, comme si elle connaissait déjà le poids de ce qu'elle allait dire. Elle se tenait au pied des escaliers, les mains jointes, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Elle n'est pas entrée, ne s'est pas assise, planant juste sur le seuil, entre le sous-sol et le reste de la maison, exactement l'espace dans lequel on m'avait poussée depuis 1 an. Ses yeux ont croisé les miens, avec ce que je crois qu'elle voulait être de la gentillesse, ou de la pitié. Je ne faisais plus la différence. Elle a dit que son beau-père avait recommandé un endroit, une belle résidence, l'une de ces maisons de retraite, aux noms joyeux et aux brochures remplies de personnes souriantes, aux cheveux d'argent, jouant aux cartes ou jardinant. Je pouvais presque entendre la façon dont Rick avait dû présenter la chose. Un nouveau chapitre, ton propre espace, ton indépendance. Leila a ajouté qu'ils avaient pas déjà payé le 1er mois, juste pour aider à la transition. Elle l'a dit comme un cadeau, comme si c'était quelque chose qu'ils avaient fait par générosité, pas par nécessité, pas par stratégie. Elle a terminé par une phrase qui s'est plantée dans ma poitrine comme un éclat de verre. « Tu seras plus heureuse là-bas. » Je me souviens avoir hoché la tête. Je me souviens avoir souri, ou du moins, quelque chose qui y ressemblait. Je ne me souviens pas avoir dit un mot. Ma gorge s'était trop serrée pour ça. Je n'ai pas demandé ce qu'il adviendrait de l'argent que je leur avais donné. Je n'ai pas demandé depuis combien de temps ils préparaient ça, ni si les garçons remarqueraient même mon absence. Je n'ai pas demandé parce que je connaissais déjà les réponses, et aucune d'elles n'aurait adouci le coup. Au lieu de ça, j'ai attendu qu'elle quitte la pièce et ferme la porte derrière elle. Doucement, comme si le volume faisait une différence à ce stade. Puis, je me suis assise au bord du lit et j'ai fixé le mur. Le même mur que j'avais regardé pendant plus d'1 an.
même peinture écaillée, même fine fissure près du coin que j'avais autrefois essayé de cacher avec une photo de Leila bébé. Cette photo était maintenant rangée, avec les quelque chose dont je n'avais pas déjà appris à me passer. J'ai pris 2 sacs. C'est tout ce que je me suis permis. Un pour les vêtements, un pour les souvenirs. Mon alliance, bien que je ne l'ai pas portée depuis des années. Une écharpe que mon mari m'avait offerte pour notre 25e anniversaire. Une pile de lettres de ma sœur, partie depuis longtemps, et des photographies, certaines encadrées, d'autres en vrac, d'une vie qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas pleuré en faisant mes bagages. Je ne me suis pas arrêtée. Je bougeais comme les gens qui ont été brisés lentement, pièce par pièce, efficacement, sans émotion, délibérément. J'ai appelé un taxi et je n'ai pas attendu les adieux. Je n'ai pas dit merci. Je n'ai pas dit que j'écrirais. Je n'ai rien dit du tout. Le motel que j'ai trouvé était en bordure de Tucson, dans une rue qui empestait le diesel et les occasions manquées. Le genre d'endroit où le distributeur automatique a une seule lumière qui fonctionne et où le hall a une pancarte collée au mur avertissant les clients de baisser la voix après 22 heures. Ma chambre sentait le tabac froid et le désinfectant. Le genre d'odeur à laquelle on s'habitue si on reste assez longtemps. La fenêtre donnait sur une ruelle étroite entre les bâtiments. Une poubelle était appuyée contre le mur. Un matelas déchiré gisait à côté, à moitié trempé, dans quelque chose que je ne voulais pas nommer. Je me suis assise au bord du lit et j'ai fixé la moquette, marron, avec d'étranges taches comme des taches d'encre, chacune ayant la forme d'une question que je ne voulais pas poser. Cette nuit-là, le silence s'est abattu sur moi comme un second plafond, plus lourd que celui au-dessus de ma tête. J'entendais sans cesse la voix de Rick dans mon esprit, m'appelant un poids mort, un fardeau, un problème auquel il avait finalement trouvé une solution. Mais ce qui me hantait le plus, c'était le visage de Leila, la douceur de sa voix, la façon dont elle parlait comme si elle y croyait, comme si m'exiler était une gentillesse, comme si me chasser de la maison que j'avais aidé à payer, de la famille que j'avais portée sur mon dos pendant des années, était un acte de compassion. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Non seulement que j'étais seule, mais que je l'étais depuis longtemps, même quand j'étais encore dans leur maison. J'étais juste plus facile à ignorer quand j'étais au sous-sol. Je me suis demandé comment j'en étais arrivée là. Pas seulement à cette chambre de motel, mais à cette version de moi-même, réduite, effacée, fantomatique. Comment étais-je devenue quelqu'un de si facile à rejeter? La femme que j'étais avant, elle n'aurait jamais toléré ça. Elle se serait battue. Mais le deuil vous fait quelque chose. Il réorganise vos os, vide vos poumons. Et quelque part en chemin, j'ai arrêté de respirer pour moi-même. Je retenais mon souffle pour tout le monde. Je me suis allongée sur le lit raide du motel, fixant le plafond à la lumière vacillante. Et pour la première fois, je ne pouvais vraiment plus respirer. Non pas à cause de l'asthme ou de l'âge, mais parce que tout à l'intérieur de moi s'était immobilisé. Il n'y avait plus rien à prouver, rien à offrir, rien à espérer. Juste moi, 2 valises et une vérité dont je ne savais que faire. J'étais devenue une étrangère dans la famille que j'avais construite de mes propres mains. Quelques jours après mon installation au motel, j'ai commencé à déballer la 2e valise, celle que je n'avais pas osé ouvrir la nuit de mon arrivée. Elle était posée dans un coin de la chambre comme un souvenir scellé, du genre qui pourrait me défaire si je regardais de trop près. L'air de la chambre sentait le désinfectant
et quelque chose de métallique, mais quand j'ai ouvert la fermeture éclair, une autre odeur s'est élevée, la poussière, le vieux tissu, et quelque chose de légèrement sucré, comme des fleurs séchées, laissées entre les pages d'un livre oublié. C'était la valise que j'avais faite en silence, celle avec les morceaux de ma vie qui comptaient encore. Tout au fond, sous un châle plié et une photo délavée de mon mari tenant Leila bébé dans ses bras, j'ai trouvé la boîte. Une petite boîte en carton, aux bords adoucis par le temps et aux coins légèrement écrasés par des années passées dans des placards, sous des lits, dans des endroits destinés aux choses qu'on ne veut pas tout à fait jeter. Je ne me souvenais pas l'avoir emballée. Peut-être avait-elle atterri dans le sac pendant ces minutes frénétiques de départ. Ou peut-être avais-je su que j'en aurais besoin, même si je ne pouvais pas l'admettre alors. Je l'ai posée sur le lit et l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines. Certaines écrites de la main nette et précise de ma mère, d'autres d'une écriture inconnue. Des reçus de vieux voyages, quelques coupures de journaux, un corsage séché d'un bal de lycée. Le temps avait tout jauni, l'encre s'était estompée par endroits, mais les émotions s'accrochaient au papier comme des fantômes. Je ne cherchais rien. J'avais juste besoin de sentir que je venais de quelque part, que je n'avais pas été parachutée dans ce moment sans racines. C'est là que je l'ai vue. Une seule enveloppe, scellée, plus épaisse que les autres. Elle m'était adressée, mon nom complet, écrit dans un style que je n'avais jamais vu auparavant, élégant, délibéré. L'encre avait légèrement bavé autour des courbes, et le papier sentait différemment du reste, plus riche, plus ancien. Elle était datée de juillet 1980. Je me suis assise au bord du lit et je l'ai fixée longuement, avant de la toucher. L'adresse de l'expéditeur n'avait ni rue ni numéro. Juste un nom, c'est Hartwell. Je ne le reconnaissais pas, mais j'ai reconnu autre chose. Un sentiment, un pincement au cœur, profond et étrange, comme un souvenir essayant de se frayer un chemin à travers mes côtes. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, comme si je pouvais endommager le contenu rien qu'en respirant trop fort. La lettre à l'intérieur était manuscrite, 3 pages complètes, soigneusement pliées. La première ligne m'a coupé le souffle. Je m'appelle Charles Hartwell, et je suis votre père. Je l'ai lu 3 fois, avant de pouvoir y croire. Il écrivait sur ma mère. Comment ils s'étaient rencontrés à Santa Fe. Comment cela n'avait jamais été destiné à durer. Mais comment cela n'avait jamais vraiment pris fin non plus. Il n'avait su mon existence que des années plus tard. À ce moment-là, ma mère avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait rien de lui, pas d'argent, pas d'aide, pas de présence. Mais il était resté à proximité quand même, au cas où, écrivait-il. Au cas où un jour les choses changeraient. Elles n'ont jamais changé. Il disait qu'il avait essayé de m'écrire une fois, quand j'étais adolescente, mais n'avait jamais posté la lettre. Il l'avait gardée, avec d'autres, dans une boîte qu'il avait laissée à quelqu'un de confiance, un avocat nommé Douglas Rain à Denver, Colorado. La lettre expliquait que si jamais j'avais besoin de quelque chose, si jamais je me sentais vraiment perdue, cet homme pourrait m'aider. Pas émotionnellement, pas comme un père le ferait, mais légalement, logistiquement, parce que Charles Hartwell, il s'est avéré, possédait plusieurs terrains, de petites propriétés, principalement rurales, des parcelles dans lesquelles il avait investi au fil des ans, sans intention d'y construire, juste de les conserver tranquillement. Il n'avait pas d'autres enfants, pas d'épouse, et il avait mis les choses en place pour que si jamais je venais à chercher, ce serait à moi. Ça ressemblait à une histoire qu'on raconterait
à une femme seule pour l'empêcher de s'effondrer. J'ai plié lentement la lettre et l'ai tenue contre ma poitrine. Le papier avait un poids, comme s'il portait plus que de l'encre et des mots. Il portait un souffle, des regrets, et quelque chose qui aurait pu être de l'amour si on lui avait permis de grandir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée sur le lit du motel avec la lettre à côté de moi, et j'ai fixé le plafond, essayant d'imaginer le visage d'un homme que je n'avais jamais connu, qui apparemment n'avait jamais cessé de penser à moi. J'ai essayé de me souvenir de tout ce que ma mère aurait pu dire au fil des ans, d'un indice, d'un lapsus. Mais elle était restée silencieuse, farouchement. Le matin, j'ai trouvé le nom du cabinet d'avocats en ligne. Rain & West, LLC. Il existait toujours. Le site web était simple, rien de tape à l'œil, juste une liste de services, quelques références et un numéro de téléphone. Je l'ai fixé pendant près d'1 heure avant de prendre le téléphone. La femme qui a répondu avait l'air polie mais distante jusqu'à ce que je dise son nom. Douglas Rain. Alors quelque chose a changé dans sa voix. Elle m'a demandé de patienter. Quand elle est revenue, elle a dit que M. Rain était à la retraite, mais venait encore au bureau 2 fois par semaine. Elle a dit qu'il serait là vendredi et qu'il voudrait me parler. J'ai raccroché et j'ai immédiatement douté. Et si tout ça n'était qu'une erreur? Et si la lettre était un mensonge, un jeu cruel, ou pire, juste une illusion née du chagrin? Mais quelque chose de plus profond me murmurait que non, que même si c'était le plus petit fil, il m'appartenait de le tirer. Le jeudi soir, j'avais de nouveau fait mes bagages. Pas grand-chose, juste l'essentiel. J'ai laissé la clé du motel sur la table de nuit et j'ai écrit un court mot de remerciement au gérant. Puis, j'ai acheté un aller simple en bus pour Denver. Le trajet a été long et étrange. Le désert laissant place aux plaines, l'air se raréfiant à mesure que la route montait. J'étais assise près de la fenêtre et je regardais le paysage changer. 1000 nuances de brun et d'or défilant. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai gardé la lettre sur mes genoux tout le long du trajet. Quand le bus est finalement arrivé à la gare de Denver, j'ai senti quelque chose s'agiter dans ma poitrine. Pas de l'espoir, pas tout à fait, mais son écho, le fantôme de ce que l'espoir était, avant que la vie ne m'apprenne le contraire. Je suis descendue du bus, les jambes raides et les yeux fatigués, et je me suis dit, ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le milieu. C'est juste la page suivante. Et quelque part, là-bas, derrière la porte d'un bureau tranquille, un homme qui connaissait mon père attendait. Quand je suis entrée dans le bureau de Rain & West, j'ai eu l'impression d'entrer dans une autre époque. L'endroit était calme, bordé de panneaux en bois poli et d'étagères allant jusqu'au plafond. Des dossiers empilés en ordre parfait remplissaient les armoires, chacun étiqueté à la main. L'air sentait le vieux papier et le cirage, avec une légère touche de cèdre. Ce n'était pas un cabinet d'avocats stérile. C'était une pièce qui avait gardé des secrets pendant des décennies. Douglas Rain semblait faire partie du décor. Grand, plus âgé, avec des cheveux argentés et une présence qui ne demandait pas l'attention, mais l'exigeait néanmoins. Sa poignée de main était chaleureuse, sa voix posée. Il n'a pas perdu de temps en mondanité. Il m'a offert un siège en face d'un grand bureau, aux pieds en fer, et a posé un unique dossier devant moi. Le papier à l'intérieur était épais et crème, du genre qui bruisse quand on le tourne. Ceci, dit-il, d'un ton doux mais formel, vous attend depuis longtemps. Il m'a tout expliqué, page par page. J'écoutais en silence, retenant à peine mon souffle.
Une fiducie avait été établie des années auparavant, sous la direction de mon père. Pas une fortune colossale, pas un empire d'1 milliard de dollars, mais substantiel. Plus que tout ce que j'avais jamais imaginé posséder. Un compte à 6 chiffres, une part légale dans un immeuble commercial, situé dans un quartier en plein essor, non loin du centre-ville de Denver. Des unités locatives, des locataires, une structure qui s'autofinançait, générant tranquillement des revenus toutes ces années. Il y avait aussi des instructions, que les actifs devaient rester intacts jusqu'à ce que je me manifeste, que personne d'autre ne pouvait les réclamer, que si je ne le faisais jamais, l'argent serait donné à un fonds de bourse au nom de ma mère. Mais je m'étais manifesté. J'étais là. Et maintenant, tout était à moi. Douglas a fait glisser un stylo sur la table. « Il vous suffit de signer pour rendre cela officiel, » a-t-il dit. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait légèrement, mais pas de peur. De quelque chose de plus calme, de plus stable. J'ai signé mon nom au bas du dernier document. Mon nom complet. Le même nom qui avait été autrefois griffonné dans les marges des autorisations scolaires et cousu dans mon voile de mariée. Mais cette fois, c'était différent. C'était un acte de propriété. Quand j'ai eu fini, Douglas m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. Il ne m'a pas félicité. Il n'a rien dit de banal. Il a juste plié les papiers soigneusement, les a glissés dans une enveloppe Kraft et les a placés dans mes mains comme une offrande. Je l'ai remercié, je me suis levée, et je suis sortie. Dehors, l'air était froid et vif. Un vent sec s'engouffrait dans la rue, soulevant les pans de mon manteau et me piquant les yeux. Le trafic bourdonnait à proximité. Klaxons, pas, voix. Mais pendant un instant, le monde a semblé immobile. Je me suis arrêtée au bord du trottoir et j'ai levé le visage vers le ciel. J'ai inspiré, profondément, pleinement. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, mes poumons ne se sont pas bloqués. Le souffle m'a rempli complètement. Pas le genre de respiration superficielle à laquelle je m'étais habituée, celle qu'on prend quand on essaie de se faire petit, quand on a peur de prendre de la place, mais une vraie respiration. Une qui disait à mon corps que j'avais de nouveau le droit d'exister. Je l'ai retenue une seconde, puis je l'ai laissé aller. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ri ni levé les bras au ciel comme dans un film. Je suis juste restée là, tranquillement, l'enveloppe serrée contre ma poitrine, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas seulement du soulagement, pas seulement une page tournée, du pouvoir, pas le genre qu'on affiche, le genre qu'on porte dans sa colonne vertébrale, le genre qu'on ressent au plus profond de soi quand on réalise qu'on n'a plus besoin de supplier. Pendant si longtemps, j'avais survécu dans l'ombre des choix des autres, vivant comme une invitée dans la vie que j'avais aidé à construire, retenant mon souffle, marchant à pas de loup, offrant une aide que personne ne demandait, mais que tout le monde attendait. Et pourquoi ? Une chambre au sous-sol, une expulsion silencieuse, un message délivré avec un sourire qui disait « Tu seras mieux ailleurs ». Mais maintenant, j'avais un titre de propriété, j'avais un nom sur du papier, j'avais quelque chose que personne ne pouvait prendre ou justifier. Je n'allais pas retourner à Tucson, pas comme avant, pas en tant que la femme qu'ils avaient à rejeter, la femme qu'ils avaient étiquetée comme un fardeau et rangée comme une valise supplémentaire. Non, si jamais je revenais, j'entrerais différemment. Non pas pour récupérer ce qui était perdu, mais pour leur montrer ce qu'ils n'avaient jamais vu en premier lieu. Que j'avais de la force, que j'avais une histoire, que j'avais un nom qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre correctement.
Mais la vérité, c'est que je n'avais même pas envie de revenir. L'idée de construire quelque chose de nouveau, ici, à Denver, me remplissait d'une sorte de faim tranquille que je n'avais pas ressentie depuis bien plus jeune. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de leur jeter quoi que ce soit au visage. J'avais juste besoin d'espace, d'un endroit où planter des racines qui n'étaient pas emmêlées dans la culpabilité. Alors que je descendais la rue, les gens me croisaient sans me remarquer. Mais je me sentais plus grande, plus légère. Je n'étais plus invisible, pas à mes propres yeux. Et c'était le seul commencement dont j'avais besoin. Un nouveau nom sur un titre de propriété. Un nouveau chapitre dans l'histoire. Le mien. Le jour où j'ai signé les derniers documents, je n'ai rien ressenti. Ni fierté, ni triomphe, juste le silence. Le genre de silence qui s'installe dans vos os après avoir été ignoré si longtemps que vous oubliez comment faire du bruit. J'étais assise dans le modeste bureau de mon avocat immobilier, regardant son stylo glisser sur la dernière ligne, transférant la propriété d'un petit immeuble de 2 étages, juste à l'extérieur de Tucson, à une société écran sans lien traçable avec moi. Mon nom n'était nulle part, et pourtant, chaque mètre carré de cette propriété répondait désormais à mes ordres. Je ne l'ai pas acheté pour le profit. Je l'ai acheté pour la paix. Du moins, c'est ce que je me suis dit. L'immeuble n'avait rien de spécial. Des murs en stuc délavés par le soleil. Des palmiers se balançant devant, comme s'ils avaient été plantés par habitude et non par intention. Il y avait 12 appartements, une petite buanderie avec une ampoule vacillante et une odeur de vieille canalisation et de poussière dans les couloirs. Mais il avait du potentiel. Plus que ça, il y avait un logement vacant. Et 2 semaines plus tard, ce logement a été occupé. Ils sont arrivés un jeudi. Un camion de déménagement est entré dans le parking vers midi, trop grand pour les virages étroits. Je regardais depuis ma voiture de l'autre côté de la rue, garée à l'ombre d'un eucalyptus poussiéreux, vitres teintées. Mes mains ne tremblaient pas. Je pensais qu'elle le ferait. Mais non. Leila est sortie la première. Ses cheveux étaient plus clairs maintenant, méchés d'un blond de salon. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées et tenait un presse-papier comme si elle gérait le monde. Rick suivait, aboyant sur les déménageurs, agitant les bras, l'air irrité avant même que quoi que ce soit n'ait mal tourné. Je les ai regardés rire avec l'agent de location, remettre les papiers, les clés. Ils ne l'ont pas reconnue. Elle n'était qu'une intermédiaire, une femme engagée pour représenter la société sur le papier. Ils ont souri. Ils se sont serrés la main. Ils sont entrés dans leur nouvelle maison, ma maison. Cette nuit-là, j'étais assise près de la fenêtre de mon appartement de location à Denver, sirotant un thé et fixant un tableur. Détail du bail, charges, frais spécifiques à l'unité. J'ai surligné une ligne. L'unité 2C, leur unité. Mes doigts ont plané sur le clavier un instant. Puis j'ai tapé. Ajustement pour refléter la valeur marchande révisée, basée sur l'évaluation spécifique de l'unité. Effet immédiat. L'augmentation était triple. Le triple de ce que paieraient tous les autres locataires. Pas d'explication, pas d'exception. Le reste de l'immeuble a reçu une augmentation symbolique. Une hausse polie de 5% pour garder les choses calmes, justes, presque invisibles. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». L'email est parti automatiquement le lendemain matin. Un avis standard du système de gestion immobilière. Langage neutre. Ton légal. Une formalité en somme. 3 jours ont passé. Le 4e, j'ai reçu une alerte du portail de gestion.
un locataire demandant des éclaircissements sur l'ajustement du loyer. Le nom joint était générique. Un prête-nom via une agence de location qu'ils avaient utilisée. Aucune mention de Leila, aucune mention de Rick, mais je savais que c'était eux. J'ai regardé les messages arriver, d'abord polis, puis confus, puis en colère. Les mots de Rick, je suppose, phrases courtes, majuscules, des mots comme injuste et extorsion. Je n'ai rien dit, je n'ai répondu à personne. Le gestionnaire immobilier a répondu en mon nom avec des scripts préapprouvés et des rejets polis. Correction du marché. Examen annuel. Les conditions ont été divulguées lors de la signature. Ils avaient été signés, volontairement, en souriant, tenant un bail qu'ils n'avaient pas lu attentivement. L'ironie pesait lourdement sur ma poitrine comme un secret trop parfait pour être gâché. Je n'ai pas visité la propriété, pas en personne. Je n'en avais pas besoin. Les caméras que j'avais fait installer dans l'immeuble me donnaient tout ce que je voulais. Des images silencieuses, le scintillement des lumières du couloir, le poids de l'expression, quand Leila passait devant les boîtes aux lettres, le visage tendu. Rick sortant en trombe un matin, claquant la porte d'entrée si fort que le cadre a tremblé. Aucun des autres locataires ne se plaignait, seulement eux. Je n'étais pas cruelle. Je ne les ai pas ciblés avec des insultes, des notes ou des confrontations. J'ai simplement appliqué une pression, silencieusement, légalement, systématiquement, et je n'ai jamais rompu le silence. L'immeuble a commencé à changer. J'ai approuvé la peinture des murs du couloir, remplacé la moquette par un nouveau sol stratifié, amélioré l'aménagement paysager. J'ai accordé de petites réductions de loyer aux mères célibataires et aux couples de retraités qui y vivaient paisiblement. Mais pas à eux. Ils n'ont eu aucune réduction, aucune chaleur, seulement des avis froids sur papier glissé sous la porte. Parfois, tard dans la nuit, j'ouvrais le tableau de bord des locataires et je relisais leur bail, ligne par ligne, juste pour me rappeler que c'était réel, qu'ils vivaient sous mon toit, me payant pour le droit de se réveiller chaque matin dans un endroit que je possédais, respirant l'air que je permettais. Ce n'était pas de la vengeance, me disais-je, c'était un équilibre. C'était le genre de justice silencieuse, sans parole et lente. Le genre qui n'a pas besoin d'être vu pour compter. Ils n'avaient pas besoin de connaître mon nom. Ils n'avaient pas besoin d'entendre ma voix. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était de sentir le changement sous leurs pieds. Une vie légèrement moins confortable. Un fardeau sans nom, tout comme celui qu'ils m'avaient donné. Et pourtant, j'attendais. Pas un merci, pas même des excuses. J'attendais le moment où ils demanderaient enfin « À qui appartient cet endroit ?» Et quand ils le feraient, s'ils le faisaient, cela n'aurait pas d'importance. Car à ce moment-là, je ne serais pas seulement leur propriétaire, je serais le silence qu'ils n'ont jamais vu venir. Le premier appel provenait d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis un autre, un numéro différent, mais la même urgence. Je les ai regardés clignoter sur l'écran comme des sirènes au loin. Je les ai laissés sonner jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Les messages vocaux ont suivi. Voix hésitante, nom inconnu, questions vagues sur les changements de bail, sur le loyer, sur des augmentations imprévues. Ils n'ont jamais utilisé mon nom. Ils ne le connaissaient pas. C'était la beauté de la chose, la protection de l'invisibilité. La société écran que j'avais créée ne remontait pas jusqu'à moi. Sur le papier, j'étais juste une investisseuse silencieuse. Mais les messages continuaient d'arriver. Finalement, les SMS ont commencé.
d'abord de numéros non répertoriés, puis un d'un contact que j'avais supprimé il y a longtemps. Layla. Son nom, autrefois une bouée de sauvetage, paraissait maintenant étrange sur l'écran de mon téléphone. Elle n'a pas commencé par une salutation, juste un plaidoyer. « S'il te plaît, si tu peux faire quoi que ce soit pour le loyer, dis-le-moi. On est en train de se noyer. » Je l'ai fixé longtemps. Mes doigts ont survolé le clavier, puis se sont rétractés. Je n'ai pas tapé un mot. Je n'en avais pas besoin. D'autres ont suivi. Des notes vocales cette fois. Sa voix se brisant, fatiguée, dépouillée de la supériorité qu'elle portait autrefois comme une armure. Je ne sais pas à qui parler. Rick va de pire en pire. Les enfants ne dorment pas. On est en retard sur tout. Si tu sais quoi que ce soit, s'il te plaît. Pourtant, je n'ai rien dit. La nuit, je me tenais près de ma fenêtre et je regardais leur appartement de l'autre côté de la cour. Leur lumière clignotait de manière irrégulière, parfois vive, parfois sombre. Je les imaginais se disputer à propos des factures, des reproches, l'un de l'autre. Ce n'était pas difficile à imaginer. J'avais vécu dans leur ombre assez longtemps pour savoir comment sonnaient leurs humeurs quand elles étaient à bout. Je me suis souvenu du jour où Rick a jeté la soupe que j'avais faite, l'appelant de la bouffe de vieille. Je me suis souvenu des commentaires désobligeants sur mon parfum, mes vêtements démodés, la façon dont il souriait en coin quand je demandais si je pouvais planter des herbes près du porche arrière. Je me suis souvenu de la lourdeur de ranger ma vie dans 2 valises pendant qu'ils se tenaient en haut des escaliers comme des geôliers m'envoyant en exil. Ce souvenir ne me piquait plus. Il se tenait simplement là, entier et inébranlable, comme un monument à une version de moi qu'il pensait ne jamais voir se relever. Maintenant, je me tenais dans mon propre appartement, parquet en bois franc, haut plafond, fenêtre orientée au sud qui laissait entrer une lumière dorée le matin, une table mise pour une personne, mais avec des couverts assortis pour 4, au cas où. Un vase de fleurs fraîches trônait au centre. Je les achetais tous les vendredis. Pas pour quelqu'un d'autre, pour moi. Chaque matin, je préparais le café comme je l'aimais. 2 sucres, du lait d'avoine, juste avant l'ébullition. Je prenais mon temps pour le siroter en lisant le journal en version papier, pas sur un écran. Je n'étais pas pressée. Personne ne me donnait d'ordre. Personne ne me demandait ce que je préparais pour le dîner. Ma vie m'appartenait à nouveau, d'une manière que je n'avais pas réalisé avoir abandonnée. Pourtant, les messages de Layla continuaient d'arriver. Je sais qu'on n'a pas été proches, mais... S'il te plaît, le nouveau propriétaire, qui que ce soit, il rend la vie impossible ici. Celui-là m'a fait marquer une pause. Non pas parce que je la plaignais, mais à cause de la façon dont elle l'a dit, ils rendent la vie impossible ici. Pas on fait de notre mieux. Pas on est désolé de la façon dont les choses se sont passées. Juste du blâme, juste du désespoir, quand le toit sur lequel il s'appuyait a commencé à se fissurer. Certaines nuits, je surprenais mon reflet dans la vitre assombrie. Cela me surprenait de voir à quel point j'étais différente. Je n'étais pas plus mince ou plus vieille. Mon visage était plus calme, comme si quelque chose s'y était installé, quelque chose de permanent. La femme qui me regardait avait moins de questions. Elle ne cherchait plus l'approbation dans les yeux des autres. Elle se tenait simplement immobile, observant. Je ne ressentais pas de joie en voyant leur douleur, mais je ressentais une justice. La justice n'est pas toujours bruyante. Elle ne se présente pas toujours sous la forme de décisions de justice ou d'excuses publiques. Parfois, elle est aussi simple que le téléphone que vous ne décrochez pas. Le message
auquel vous ne répondez pas, le silence que vous tenez comme un bouclier. Je ne cherchais pas la vengeance, je revendiquais un espace que j'avais autrefois supplié, un espace que j'avais mérité avec chaque repas que je cuisinais, chaque lessive que je pliais, chaque nuit que je passais seule dans ce sous-sol, à me demander quelle partie de moi-même je devais réduire pour être aimée. Maintenant, je ne me réduisais plus, je m'épanouissais. Je suis devenue la femme que j'imaginais seulement dans mes rêveries les plus audacieuses, celle qui n'avait pas besoin d'expliquer, pas besoin de demander, pas besoin d'être petite pour être en sécurité. Et pourtant, quand je regardais leurs fenêtres, quand je voyais leurs silhouettes se déplacer comme des ombres derrière des stores bon marché, je ne les détestais pas. Je n'avais simplement plus besoin d'eux. C'était la vraie victoire. Pas leur souffrance, ma libération. La salle sentait légèrement le café et le nettoyant pour tapis. Les chaises pliantes grinçaient alors que les gens s'asseyaient, déplaçant leurs manteaux et leurs sacs, murmurant doucement entre eux. Je suis arrivée tôt et j'ai pris place près de l'avant, non pas parce que je voulais être vue, mais parce que je voulais voir clairement. La lumière du soleil entrait par les hautes fenêtres derrière moi, dessinant ma silhouette d'une lueur pâle. Je portais un tailleur gris anthracite, taillé net aux épaules, doux aux poignets. Mes cheveux étaient plus foncés maintenant, plus courts, coiffés près de mon visage, d'une manière qui me faisait me sentir à la fois nouvelle et entièrement moi-même. Je tenais un dossier en cuir sur mes genoux. À l'intérieur se trouvaient les documents dont je n'avais plus besoin pour prouver quoi que ce soit. Ils n'étaient plus que des symboles maintenant, de toutes les étapes que j'avais franchies depuis la nuit où je me tenais devant leur maison avec 2 sacs et un cœur brisé. Des symboles du silence transformés en structure, de la dignité retrouvée. Les gens entraient lentement. Certains locataires que je reconnaissais grâce aux emails et aux registres de paiement. D'autres étaient nouveaux. Quelques-uns ont hoché la tête poliment. Un homme a souri en passant, me remerciant à nouveau pour la plomberie réparée. J'ai rendu son sourire d'un signe de tête discret. Puis, la porte s'est à nouveau ouverte. Je l'ai sentie avant de me retourner. Leila. Elle est entrée vêtue d'un chemisier froissé et d'un jean délavé. Son visage semblait plus mince, sa posture plus tendue. Elle tenait un petit carnet contre sa poitrine, comme un bouclier. Rick la suivait. Sa démarche était toujours la même, trop bruyante pour l'espace, les coudes écartés, une présence gonflée. Mais ses yeux le trahissaient. Il balayait rapidement la pièce. Il cherchait quelqu'un à blâmer, quelqu'un à coincer. Il ne m'a pas trouvé. Ils ne m'ont pas reconnu. Leila est passée à moins d'1 mètre de l'endroit où j'étais assise. Son regard a glissé sur moi comme le vent sur le verre, doux mais totalement inconscient. Je l'ai étudié à ce moment-là, la façon dont ses épaules se rentraient légèrement, les ridules autour de sa bouche s'approfondissant quand elle fronçait les sourcils. Ce n'était pas la fille que j'avais élevée. C'était une femme façonnée par des choix qu'elle ne pouvait pas défaire et un silence qu'elle n'avait jamais été préparée à briser. J'ai attendu. Le gérant de l'immeuble s'est levé à l'avant de la salle et a commencé la réunion. Mise à jour de routine, avis d'amélioration, clarification sur les nouvelles politiques. Le bourdonnement des affaires procédurales a rempli l'air. Rick a chuchoté quelque chose à Leila et a levé les yeux au ciel. Elle n'a pas répondu. Puis le gérant s'est tourné vers moi et a hoché la tête une fois. Je me suis levée. Le bruit de ma chaise raclant le sol était doux, mais pour moi, il a sonné comme une cloche.
J'ai marché lentement vers l'avant de la salle, chaque pas mesuré, délibéré. Le sol sous mes pieds était carrelé, propre et froid. Je sentais la raideur de ma veste autour de mes côtes. Mon pouls était régulier. Je me suis retournée pour faire face à la salle. Ma voix était calme, claire, posée. Je me suis présentée comme la propriétaire de l'immeuble. C'est tout ce que j'ai dit, juste mon nom, mon titre, rien de plus. J'ai regardé la prise de conscience onduler dans la pièce comme le vent dans un champ de blé. Quelques personnes avaient pas l'air confuses, d'autres surprises. Puis je l'ai vue, le moment où Leila m'a reconnue. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, sa main se resserrant sur le carnet. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas bougé. Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont remplis de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Pas de la peur, pas du chagrin. Quelque chose de plus brut que l'un ou l'autre. Rick, cependant, a réagi avec le même bruit qu'il portait toujours. Il s'est levé brusquement, sa chaise s'écrasant en arrière, et m'a pointé du doigt. Il a crié. Il a qualifié les augmentations de loyers de criminels. Il a accusé l'immeuble d'être géré par un escroc. Il a exigé de savoir à quel genre de jeu on jouait. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas scié, je l'ai juste regardé. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Rick comme quelqu'un de petit, non pas parce que j'avais grandi, mais parce qu'il avait finalement cessé de se tenir sur les épaules de mon silence. Son esbrouffe était mince maintenant, creuse. Son visage était rouge, mais ses poings ne se serraient pas. Il ne savait pas quoi faire de la version de moi qui se tenait devant lui. Leila était assise, figée, pâle. Elle regardait de lui à moi, et vice-versa. Sa bouche a bougé une fois, 2 fois, puis s'est arrêtée. Je pouvais voir le poids de la reconnaissance s'installer en elle. Les points se reliant, les lignes remontant jusqu'au sous-sol, au sac, au silence qu'elle avait laissé remplir l'espace entre nous pendant trop longtemps. Pourtant, je n'ai rien dit. Je me suis tournée vers le gérant, je l'ai remercié pour son aide, et j'ai hoché la tête en direction des locataires. Puis je suis sortie. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas prononcé de discours. Je ne leur ai pas infligé une performance sur la trahison et la renaissance. Je suis simplement partie. Mais je n'ai pas verrouillé la porte derrière moi. Je l'ai laissée ouverte, juste assez. Non pas parce que je m'attendais à ce qu'ils me suivent, mais parce qu'ils avaient besoin de savoir que je n'avais jamais été celle qui l'avait fermé en premier lieu. J'ai vendu l'immeuble exactement 1 an après le jour où je suis entrée pour la première fois dans cette salle de réunion et où j'ai fait face aux personnes qui m'avaient autrefois fait sentir invisible. Ce n'était pas une décision dramatique. Il n'y a pas eu de dispute finale, pas de révélation soudaine. C'était calme, intentionnel et profondément personnel. J'ai signé les papiers dans le même cabinet d'avocats où j'avais appris pour la première fois l'existence de l'héritage. Les fenêtres donnaient toujours sur la rue avec les mêmes stores poussiéreux. Mais je n'étais pas la même femme qui était entrée là autrefois, s'accrochant à une lettre et à un nom. La vente s'est déroulée sans problème. L'argent a été transféré sur mon compte en silence. Je n'ai rien acheté d'extravagant. Je n'ai pas fait de voyage en Europe, ni organisé de fêtes. J'avais d'autres projets. Le genre qui n'a pas besoin d'applaudissements pour compter. J'ai pris une partie de l'argent et j'ai ouvert un petit centre à Flagstaff. Un espace de soutien pour les femmes comme moi. Des femmes qui avaient été réduites au silence, mises à l'écart, exclues. Des femmes qui avaient porté des familles entières sur leur dos, pour ensuite s'entendre dire qu'on n'avait plus besoin d'elles. J'ai nommé le centre d'après ma mère,
la maison Eleanor. Cela semblait juste. Elle avait vécu dans l'ombre toute sa vie, aimant farouchement et tranquillement. Il était temps que son nom repose sur quelque chose de solide. Le centre n'était pas grand. Il y avait 3 pièces et une cuisine commune. Mais il était chaleureux. Il y avait toujours du café, toujours un fauteuil moelleux pour s'asseoir, et toujours quelqu'un prêt à écouter. J'y ai souvent fait du bénévolat, surtout au début. J'animais des cercles d'écriture, et j'écrivais des lettres à des femmes qui me contactaient depuis des villes dont je n'avais jamais entendu parler. Parfois, elles voulaient juste savoir qu'elles n'étaient pas seules. Je comprenais ce besoin mieux que quiconque, mais je voulais quelque chose d'encore plus calme pour moi. Alors j'ai cherché, pas sur des sites web, pas par des courtiers. J'ai demandé autour de moi, j'ai attendu, et puis un matin, je l'ai trouvée. Une petite maison nichée près d'un lac à l'extérieur de Whitefish, dans le Montana. Elle n'était pas parfaite. Le toit avait besoin de réparation. Le porche grinçait. Le jardin avait été longtemps oublié, envahi par la menthe sauvage et les ronces de murs. Mais quand je me suis tenue au bord de l'eau et que j'ai regardé la façon dont le ciel rejoignait les arbres, j'ai su. C'est ici que je vivrai le reste de mon histoire. Pas en exil, pas dans l'amertume, mais en paix. J'ai emménagé avec seulement ce qui comptait. Le journal de ma mère, quelques photographies, un moule à gâteau usé qui portait encore l'odeur de la cannelle si je fermais les yeux juste comme il faut. J'ai peint les murs en bleu doux et en gris chaud. J'ai construit des étagères. J'ai planté des tomates au printemps et des fleurs sauvages à l'automne. Je faisais du pain tous les samedis, le genre qui remplissait la maison de cette odeur qui vous fait vous sentir enveloppé, même si personne d'autre n'est là. Finalement, j'ai pris un chien, un bâtard tranquille d'un refuge. Il avait une queue tordue et un caractère doux. Je l'ai appelé June, d'après le mois où ma vie avait recommencé. Parfois, je marchais au bord du lac au petit matin, quand le brouillard était encore enroulé comme un souffle sur la surface. Je pensais à toutes les versions de moi-même que j'avais dépassées, celles qui attendaient des remerciements, celles qui chuchotaient des excuses juste pour prendre de la place, celles qui confondaient survie et vie. J'écrivais des lettres à des femmes qui avaient ce besoin de rappel. Je leur disais qu'il n'était jamais trop tard, que les fins n'étaient pas des échecs, que le silence n'était pas une faiblesse s'il était choisi, que recommencer ne signifiait pas effacer qui vous aviez été. Cela signifiait la reconquérir. Et puis, un jour, j'ai trouvé la carte postale. Elle était glissée entre la facture d'électricité et un prospectus de coupons. Pas d'adresse de retour. Pas de nom. Juste une scène de lac au recto, presque identique à celle devant ma fenêtre. À l'intérieur, il n'y avait que 2 lignes, écrites d'une écriture douce et incertaine. Je comprends maintenant. Je suis désolée. Merci de m'avoir appris. Pas de signature, pas d'indice, mais mes mains ont légèrement tremblé en la lisant. Je ne savais pas avec certitude si c'était Leila. Je ne le saurais jamais. Et c'était peut-être là l'essentiel. J'ai placé la carte postale dans un petit cadre en bois et je l'ai posée sur le manteau de la cheminée, juste à côté de la photo de moi et de June sur la balancelle du porche et du bouquet séché du premier jardin que j'avais planté. Je n'avais pas besoin que les mots soient confirmés. Certains messages sont plus ressentis que lus. Certaines excuses n'arrivent pas enveloppées de clarté. Elles viennent pliées dans le silence, cousues dans les espaces où la confiance a été autrefois déchirée. Mais je l'ai ressenti, et c'était assez.
Cette petite carte postale est devenue plus que du papier. C'était une preuve que la douleur pouvait enseigner, que le silence pouvait guérir, que le « je suis forte », le plus bruyant, vient souvent sans voix du tout. Seulement un battement de cœur, un souffle, un choix. Et dans cette maison, au bord de ce lac, avec du pain levant dans le four et un chien enroulé à mes pieds, je savais quelque chose que j'avais autrefois craint de ne plus jamais croire. J'étais chez moi, non pas parce que j'avais trouvé l'endroit parfait, mais parce que j'étais devenu cet endroit.